Vous écoutez Négatif, je suis Bertrand Mandico, pan cinéaste. Bonne écoute. La Terre est loin, l'humanité n'est plus sur la planète bleue d'où nous enregistrons cette émission. After Blue, c'est le nom du nouvel astre sur lequel survivent quelques êtres perdus. Vision clairvoyante d'un oracle fou, présage alarmant d'un avenir déjà fichu pour nous autres, le sous-titre du film, Paradisal, nous ramène à des récits ancestraux, à la Bible, aux mythes, voire aux contes. Mais ici, nous sommes après l'apocalypse, là où le nouveau monde n'est plus peuplé que de femmes avec des poils sur des épaules et sur le cou. Paradisal et Enfer toxique, aujourd'hui, nous plongeons dans la dernière création de la cosmogonie de Bertrand Mandico. Eh bien, bonjour à vous Bertrand Mandico. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre demeure pour ce nouveau grand entretien du podcast Négatif, consacré aux créateurs et créatrices d'images et de sons, et que vous pouvez retrouver sur notre site négatif.co. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis accompagné de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voyager dans l'univers d'un cinéaste français singulier dont l'œuvre a commencé par l'animation et qui s'est prolongée avec moult courts-métrages et désormais 2 longs-métrages. Le premier, Les Garçons Sauvages, avait été un véritable succès critique et dans le cœur des cinéphiles. Mais votre travail créatif est plus large que le cinéma. Vous écrivez également et en outre, vous travaillez des images sur d'autres supports, assemblage et collage divers, photographie, dessins, comme la couverture des 70 ans des Cahiers du cinéma, dont Les Garçons Sauvages avait été le film préféré en 2018. Alors Bertrand Mandico, nous allons prolonger avec vous un entretien mémorable de notre émission puisque nous avions commencé à entrer dans votre cinéma en compagnie de votre actrice fétiche Elina Lowenson qui joue le personnage de Zora dans votre deuxième long métrage, After Blue, nouveau volet d'une trilogie dont nous tenterons de percer les mystères puisque nous allons découvrir ensemble votre univers incandescent, coloré, bariolé, peinturluré, polychromatique dans ce nouveau grand entretien de Négatif. Avant toute chose, Bertrand Mandico, quels mots pourriez-vous emprunter pour décrire votre travail, votre métier peut-être, en tant que créateur ? Je ne sais pas, ça, j'ai l'impression d'être un pan. Voilà, de faire la roue et montrer mes plumes aux spectateurs, mes plumes couvertes d'yeux, de regard, renvoyer un regard au regard. Oui, voilà, je crois que je fais le pan, je fais la roue. Ça serait voilà comme j'ai envie de me définir aujourd'hui. Ouais, très animal. Ouais. En poussant des cris désagréables. Donc on peut pas vous considérer comme metteur en scène, filmeur, réalisateur. Non, cinéaste. Je me considère comme un cinéaste avant tout. Ouais, je me définis comme cinéaste. Après, on est dans une époque où les artistes aiment faire beaucoup de choses, toucher à tout, et c'est extrêmement tentant. Mais je pense qu'un artiste doit être ancré, doit se définir. Donc ma source, c'est le cinéma et je me définis comme cinéaste. Ensuite, en tant que cinéaste, je fais des films bien sûr, mais j'écris, je fais des collages comme vous dites, je gribouille pour chercher des idées, je peux même essayer vaguement de faire de la musique, mais tout ça je le fais en tant que cinéaste. Donc ce sont des dessins de cinéaste, des collages de cinéaste, des écrits de cinéaste, des musiques, des sons de cinéaste, peu importe ce que je le fais en tant que cinéaste. Et voilà, et j'ai pas par exemple la prétention d'être un plasticien, un artiste contemporain ou autre. Non, je suis avant tout cinéaste. Donc le cinéaste est une sous-catégorie de l'artiste. Ah, c'est pas une sous-catégorie de l'artiste, c'est une catégorie artistique, quoi. Voilà. Après, il y a des cinéastes qui ne font pas de l'art, hein, ou du moins qui fabriquent des films pour l'industrie, des films pour la consommation, de la même façon qu'il y a des artistes qui fabriquent des images pour la consommation. Voilà, moi j'ai des velléités artistiques, mais en tant que cinéaste. Et je vois le cinéma comme un art à part entière. Après, c'est un art un peu complexe parce qu'il est lié aussi à des collaborations, mais aussi comme peuvent faire certains artistes contemporains qui s'entourent pour arriver à créer certaines pièces, quoi.
Est-ce que vous êtes un poète ou un sorcier ? Alors, je me suis toujours méfié des gens qui se définissent comme poètes, parce que souvent, ils agitent ce mot et ils me font un peu peur, quoi. Donc, c'est pas à moi de dire si je suis un poète, c'est aux autres. En tout cas, j'espère qu'il y a une dimension poétique dans mon travail. Quant à la sorcellerie, c'est pareil. Si on est sorcier, on s'en vante pas. On dit qu'on ne l'est pas, quoi. Voilà. Et vous avez pas dit non. J'ai pas dit oui non plus. Alors, quelle définition on pourrait donner de la profession de pan ? Le pan, c'est celui qui ouvre sa roue de plumes pour en mettre plein la vue au spectateur, plein les oreilles aussi. Mais j'espère que les sons de mes films sont plus gracieux que les chants du pan. Et il y a une dimension hypnotique. Parce que ce que j'aime aussi chez le pan, c'est cette multitude de dieux qu'il y a sur son plumage et qui renvoie le regard du spectateur à son propre... Enfin, qui renvoie un regard au regard du spectateur et qui tente un effet d'hypnose et qui tente de l'impressionner avec panache aussi, avec exubérance. Je persiste et signe pour le pan. Et vous disiez que le cinéma, ça peut être fait pour la consommation, peut-être le divertissement aussi. Vous, pourquoi est-ce que vous faites des films ? Je fais des films pour aussi divertir, plonger les spectateurs dans un autre monde, les entraîner à une réflexion peut-être un petit peu décalée par rapport aux choses qu'on peut leur proposer, leur proposer une autre esthétique, et puis pour pouvoir raconter les histoires qui me tiennent à cœur, quoi. En tout cas, je fais les films que j'aimerais voir et entendre. Donc voilà, en espérant que je suis pas le seul à vouloir les voir et les entendre. Donc ça vient aussi d'un désir cinéphilique. Complètement. Ouais, ça tout vient de la frustration, puisque à l'origine, moi, de mon rapport au cinéma, mon rapport au cinéma a été ému par la frustration, quoi. J'avais pas vraiment chez moi accès facilement aux films. On me privait de films, j'allais dire, en m'empêchant de voir les films jusqu'au bout quand j'étais jeune. J'avais pas de cinéma chez moi, dans mon village. Bref, il y avait un rapport comme ça là, au désir, au fantasme autour du cinéma. Et quand je voyais des films, c'était la fête, quoi. J'étais très 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 impressionné par ce que je voyais, et j'avais envie à la fois de prolonger les films dont je voyais le début. Donc dans ma tête, en dessinant, en écrivant, et aussi d'imaginer des films dont je ne voyais que des photographes, donc des photogrammes, pardon. Donc il y a cette sensation de frustration de rêver les films qu'on a envie de voir, et après je me suis rattrapé, hein. J'ai toujours, d'ailleurs, je bouffe des films comme c'est pas permis, mais j'ai aussi un rapport nostalgique à un certain cinéma, tout en étant dans mon époque et en assumant l'époque dans laquelle je suis, et en l'aimant aussi, et en me disant tiens, je vais essayer de faire les films que je ne vois pas, que j'aimerais voir à l'heure actuelle. Et puis parce que je sens en moi le besoin de raconter des histoires, quoi. Si vous voulez, il y a un torrent d'idées qui coule, et avant d'être submergé par mes idées, j'essaye de les évacuer, de les canaliser en faisant des films, en écrivant, etc. Toujours autour de la question de la consommation, c'est aussi le cinéma comme industrie. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'artisanat ? Complètement. Je suis complètement dans l'artisanat. J'aime bien sentir la main, l'ouvrage, quoi, quand je vois quelque chose. Alors après, il y a forcément... faire un film, même de façon artisanale, ambitieux, comme j'essaye de faire, même si j'en essaye d'être malin par rapport aux finances qu'on a, il y a forcément un nombre de gens qui doit être autour de moi pour qu'on puisse arriver à faire un film. Donc c'est de l'artisanat, mais à une échelle tout de même de petite entreprise toujours, quoi. Mais c'est très très important. J'ai besoin de... Enfin, là, en sortant d'un tournage où j'ai manqué cruellement de temps pour tourner, je suis arrivé à faire ce que je voulais, mais
je me suis dit que vraiment le luxe c'était le temps et qu'il fallait à tout prix que je revienne au temps, enfin au rapport, avoir le temps de fabriquer, quitte à être encore moins, j'allais dire, mais avoir plus de temps. C'est hyper important. Et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure du cinéma d'animation qui est ma formation. J'ai fait des études au Gobelin. À un moment donné où on continuait à apprendre à tourner sur support pellicule, à développer nous-mêmes la pellicule, et en même temps on commençait à travailler sur des ordinateurs. Donc j'étais vraiment à la scission du cinéma d'animation, et j'étais aussi très très attiré par un cinéma d'animation en volume post-surréaliste de Schwankmeyer, de Borowczak, des frères Coe, etc., qui était mon influence première. Et donc j'ai commencé à faire des films de façon extrêmement artisanale, en fabriquant tout moi-même, ou avec des gens qui m'aidaient, mais à des équipes extrêmement réduites. Et j'ai gardé ce goût pour la fabrication des films, pour l'ouvrage, quand je fais des films de fiction avec des acteurs, quoi. Dans votre immense bibliothèque qui est juste derrière vous là pendant notre enregistrement, vous avez 2 exemplaires du livre d'Amos Vogel, Le cinéma comme art subversif. Est-ce que c'est aussi votre éthique ? Ah oui, il faut que ce soit subversif. Il faut qu'un film ne donne pas que... Enfin, pour moi, un film est comme une rose, quoi. Elle doit avoir, c'est-à-dire que ça doit sentir bon, ça doit être plaisant à voir, mais il doit y avoir des épines. J'aime pas les roses sans épines, quoi. C'est un concept que je trouve épouvantable. Et effectivement, ce bouquin, alors j'ai les 2 versions. J'ai la version originale, j'ai même 3 versions. J'ai la version américaine, la première édition, qui coûte une fortune. J'ai la première version française, qui a une couverture très très moche, mais que j'aime beaucoup. Et puis j'ai la réédition de Capricci, quoi. Voilà, ça c'est mon côté un peu fétichiste. C'est un peu comme pour Kenneth Sanger, Babylone Hollywood. Je crois que j'ai toutes les versions, même des versions italiennes. Oui, le cinéma doit être un art subversif. Pour moi, il doit y avoir toujours une part de subversion. Voilà, il doit y avoir des arêtes dans le poisson, quoi. Écoutez ma voix. Vous n'êtes plus sur votre planète. Vous êtes dans l'espace. Roxy, c'est quoi ça? Sors-moi. Si tu me sors de là, je ferai naître tes désirs enfouis. Katarzyna Buszowski. Vous la connaissez? Kate Bush. La milice l'avait ensablée. Mais ta fille s'est crue plus forte que la loi. Elle est persuadée d'être le bras vengeur d'After Blue. Pourquoi tu leur as dit que t'avais déterré Kate Bush? Pourquoi tu leur as dit? Elle ressemble à quoi, Kate Bush? Comment elle est vraiment? Rancunière. Tu veux me tuer, c'est ça? Je sens que c'est Kate Bush. Dans ma bouche. Kate Bush! Montre d'addiction de pleurnichable! Quand Kate Bush sera là, il faudra bien que tu tires. Elle n'hésitera pas. La Terre, elle était malade. Alors on a trouvé After Blue. Alors parlons d'Arrête et peut-être d'After Blue. L'histoire se déroule dans un futur plus ou moins éloigné, sur une autre planète, qui s'appelle donc After Blue. Mais le film sort bel et bien dans toutes les bonnes salles de cinéma. Ce film, After Blue, sous-titre Paradisal, est donc un film à la croisée des genres, un western de science-fiction sur une nouvelle planète refuge de l'humanité, une terre lointaine et quelque peu sauvage, dans un futur alternatif où les hommes ont disparu et où seules les femmes, comme nous le disions, sont avec des cheveux sur les épaules et dans le cou et perdurent en petite communauté. Le personnage principal, Roxy, héroïne du film, jouée par Paula Luna, décide de délivrer une tueuse, Kate Bush, qui se fait bannir de son village et doit partir avec sa mère Zora, jouée par Elina Lowenson, pour la retrouver. Le film peut être considéré comme une fresque psychédélique et quelque peu étrange, tout en volume et en couleur, complètement unique. Mais vous avez écrit le premier scénario de ce film il y a près de 18 ans. Comment l'avez-vous remanié, retravaillé, réécrit, sorti du placard pour cette nouvelle aventure cinématographique ? À l'origine, j'ai écrit un western qui se passait au début du XXe siècle, en Amérique du Nord,
C'était un film assez minimaliste tel que je l'avais imaginé. C'était un film masculin en grande partie. Enfin, c'était le négatif, j'allais dire presque du film que j'ai fait. Et ce qui m'intéressait, c'était la question de la lâcheté, ou du moins de la non-vengeance. Puisque la vengeance est ce ressort que je trouve quelque peu rouillé du cinéma, qui n'est jamais remis en question. On assume toujours que la vengeance est quelque chose de normal dans un film. Quand un personnage principal trucide, se venge, on trouve ça normal finalement, il y a un truc jubilatoire. Or moi, la vengeance, c'est un truc que j'ai du mal à avaler, quoi. Donc, et le refus de la vengeance peut être même perçu comme la lâcheté. Donc là, c'était que faire de la non-vengeance. Et aussi de la fascination pour le mal, etc. Enfin, il y a plein de questions comme ça qui m'intéressaient. C'est un projet que j'ai commencé à financer avec une boîte de production. On avait un casting et puis voilà, c'est les affres de la production. J'ai eu quelques déboires avec la prod qui essayait de trouver l'argent. Le projet a périclité, même si on avait des subventions. Et je l'ai gardé sous le coude. Après, j'ai travaillé avec d'autres producteurs. Ça ressortait, ça redisparaissait. Et quand j'ai commencé à bosser avec Emmanuel Chaumet, je lui ai parlé de ce film. Et lui a eu une réaction assez saine, m'a dit non mais ce truc est trop vieux, ça t'en finis pas de le sortir, d'essayer de le remanier, etc. On l'oublie, écris un autre film. Donc j'avais les Garçons Sauvages entre autres, qui était vraiment juste un petit traitement, et il m'a dit on fonce là-dessus. Et puis j'ai foncé sur les Garçons Sauvages. Après les Garçons Sauvages, quand il a été question de faire un autre long métrage, j'ai reparlé à Chaumet de ce western. Il m'a dit d'accord, mais est-ce que tu veux le faire toujours de la même façon? Et là j'ai dit non, pas du tout. Déjà ça sera totalement au féminin. Et ensuite je ne veux plus faire de western qui se passe en Amérique du Nord à la fin du XXe siècle, parce que depuis lors il y en avait eu énormément. Et des néo-westerns, je sais pas comment on peut appeler ça, mais jusqu'au film de Jane Campion qui est passé hier sur Netflix. Et j'ai l'impression que c'est usé jusqu'à la corde, quoi. Donc j'avais vraiment envie de transposer le western ailleurs, de jouer avec plusieurs genres, de faire vraiment un cocktail de genres, à la fois de la science-fiction, ce qui était assez gonflé vu le budget qu'on allait avoir, en même temps de l'heroic fantasy, en même temps jouer avec l'érotisme et le western, enfin cumuler 4 genres, quoi. Donc voilà, je me suis lancé dans l'aventure. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le casting initial de ce film, tous les acteurs, actrices que j'avais castés, quasiment tous, tout le monde en tout cas, je les ai vus disparaître les uns après les autres. Ce qui m'a aussi profondément marqué, attristé, parce que c'était des gens que j'aimais beaucoup, dont j'étais proche pour certaines et certains. Donc il y avait Guillaume Depardieu qui devait jouer le rôle à l'origine que joue Agatha Buzek de Kate Bush, qui s'appelait pas comme ça à l'époque. Il y avait aussi Katia Golubeva. Bref, je vais pas énumérer comme ça tous les disparus de ce film, mais il y avait aussi c'était un vrai film fantôme avec les fantômes. Et dans la réécriture du projet, j'ai aussi intégré cette histoire du monde des morts, des fantômes du film. Qu'est-ce qu'on fait de nos morts, si on veut avancer aussi dans notre propre histoire, il faut travailler avec les morts. Donc ça aussi, c'était une dimension, cette dimension ésotérique a pris beaucoup de place dans la réécriture de ce nouveau western qui n'est plus un western tout en étant un western. Comment arrivez-vous à convaincre des financeurs, c'est-à-dire des gens très sérieux, peut-être trop sérieux, de vous faire confiance sur ce genre de projet? Eh bien, on y arrive avec un précédent film qui a marché. Les Garçons Sauvages est un film qui a fait 50 000 entrées, alors ce qui est beaucoup et peu, enfin peu quand on compte le nombre d'entrées de films qui marchent, mais le problème des Garçons Sauvages, c'est la dimension de sa distribution. C'est un film qui est sorti sur 3 salles à Paris, une vingtaine de salles en France. Et donc il restait 1 an à l'affiche au MK de Beaubourg, où on a fait 10 000 entrées, je crois, que dans cette salle. Donc c'était un succès
par rapport à la combinaison de salles. Ça, c'est un truc qu'on ne quantifie jamais quand on compte le nombre d'entrées. C'est le rapport au nombre d'écrans. Le nombre d'écrans, quoi. Enfin, je veux dire, un film qui fait 100 000 entrées et qui a 500 salles à Paris, c'est un échec. Voilà, un film qui fait 50 000 entrées, qui a 3 salles à Paris, bon, bah, c'est un succès parce qu'on ne peut pas faire plus, de toute façon. Mathématiquement, on n'y arrive pas. Et à un moment donné, quand on lance le film, on ne peut plus grossir la voile en cours de route. Donc ça a été un succès par rapport à ça. Il y a eu un succès critique aussi qui m'a fait beaucoup de bien. Et puis à l'étranger aussi, le film a eu un accueil assez impressionnant, voilà, dans pas mal de pays. Donc ça m'a donné une assise. Le film lui-même était assez iconoclaste. Et donc quand je suis arrivé avec After Blue, ça n'a pas été simple, hein, puisque j'ai d'abord tenté la commission du genre, où on a trouvé que mon film n'était pas... Au CNC Ouais, était pas un film de genre. Donc je ne l'ai pas eu, et finalement je l'ai eu dans la commission dite classique. Hein, et d'ailleurs je trouve ça super de l'avoir eu, voilà, parce que c'est aussi un film classique, mais qui appartient aussi au genre. Donc voilà, donc les gens que j'ai pu... Mon producteur était plutôt convaincu, le distributeur était déjà convaincu, j'avais un vendeur convaincu, le CNC a suivi, on a eu des régions. Après, j'ai aucune chaîne de télé qui me suit, quoi. Enfin, si, j'ai eu Ciné Plus, mais qui a donné une somme tellement dérisoire qu'on peut dire qu'ils n'ont quasiment rien donné. Et voilà, le problème, si vous voulez, c'est que Arte a acheté Les Garçons Sauvages après coup, ce qui est formidable. J'espère qu'ils feront la même chose avec After Blue, mais j'ai l'impression de devoir encore faire mes preuves, et que c'est pas terminé, quoi. Enfin voilà, je sais pas si je vais devoir faire mes preuves toute ma vie, mais on me donne, enfin le CNC me suit, mais par ailleurs les chaînes de télé me suivent pas, voilà, elles achètent après coup. Donc ça nous contraint à faire des films avec un budget de film d'auteur qui normalement se déroule dans un café parisien, voilà, parce que nous on le fait ailleurs, sur une autre planète, ce film d'auteur. Avec forte ambition et imaginaire, quoi, dans tous les sens du terme. Pour en revenir à la question de l'écriture, je me souviens qu'Elina Lowenson nous avait parlé de la façon dont vous aviez conçu Les Garçons Sauvages, très tôt dans la vie du projet, de concert avec elle. Avant le tournage d'After Blue, elle décrivait en ces termes le personnage de Zora. After Blue, donc c'est le prochain long métrage de Bertrand Mandico. Après, il y a aussi... Vous allez jouer dedans ? Si je vais jouer dedans, mais bien sûr que je vais jouer dedans. Qu'est-ce que vous Sinon, allez jouer ? je le quitte. Hein. Non, je vais jouer dedans. Je vais jouer un rôle plus principal que Séverine. Donc, Zora, qui est une coiffeuse, et que malgré elle, elle est mise en dehors d'une communauté, est forcée à aller avec sa fille chasser une tueuse. Alors, Bertrand Mandico, comment avez-vous procédé pour écrire le personnage avec elle ? J'ai présenté à Elina le personnage comme à la fois une mère courage et aussi un père lâche. Voilà, c'est la direction que je lui ai donnée pour un peu ambivalente, j'allais dire, pour ce personnage. Et puis après, souvent, ce que je fais, c'est que je renvoie les actrices à des personnages déjà existants dans des films, ou des acteurs ayant déjà incarné des personnages que je trouve voisins. Donc pour Elina, je sais que je lui ai parlé de Chaplin dans La Ruée vers l'or, je lui ai parlé de... Pourquoi Chaplin ? Parce qu'il y a ce côté... personnage qui est toujours en marge de la société, qui est toujours rejeté par les autres, qui est alors ça peut être dans Le Dictateur, le petit barbier, dans La Ruée vers l'or, cette espèce de clochard céleste comme ça, qui est toujours rejeté, quoi, qui est toujours en marge. Et c'était pour moi important qu'elle soit comme ça. Également dans son jeu. Lors de ce grand entretien, je me souviens qu'Elina Lowenson nous avait parlé de son rapport au cinéma muet. Pour moi, il y a des grands acteurs du film muet qui sont incroyables et intouchables par rapport à des acteurs qui peuvent parler pendant tout un film aujourd'hui. Il y a certains qui sont des grands. Et donc, moi, j'ai toujours aimé ça. Et à une époque, les gens disaient que je pouvais être dans un film muet. Et c'était comme un compliment pour moi. Si je peux
de matière et d'émotions et d'état juste sans les mots, c'est génial. Mais ça dépend pas de moi, ça dépend du scénario, comment le scénario est écrit. Comment est-ce que vous, Bertrand Mandico, vous avez réfléchi avec elle cette question du corps ? Et ouais, elle a une dimension burlesque que j'aime beaucoup et très expressive. Et donc là, il y avait ce côté-là, quoi, la dimension burlesque du personnage. Aussi la dimension un peu pathétique et donc Chaplin a été présent dans les références comme également Dustin Hoffman dans Little Big Man, voilà, c'est anti-héros ou Warren Beatty dans John McCabe and Miss Miller, tous ces westerns anti-héros. Voilà, ça c'est des pistes que je lui ai données pour travailler son personnage. Après on a cherché aussi la silhouette, puisque ça passe beaucoup par ça, avec ses deux nattes. Elle était coiffeuse, alors on s'est dit tiens, c'est intéressant qu'on travaille sur sa propre coiffure. Elle avait aussi, c'est à la fois je lorgnais bien sûr du côté de la fantaisie, etc., mais des films d'aventure, mais donc du western. Et le western italien et les westerns américains dépressifs des années 70, et aussi les grands classiques comme La prisonnière du désert, enfin les films de John Ford. Donc je voulais qu'elle ait une silhouette très fordienne, et donc on a trouvé ce tissu mexicain dans lequel on a fait sa tenue, voilà, son look un peu d'indienne, qui nous semblait fonctionner avec le personnage. Et une fois qu'on a trouvé aussi son attribut physique, ça nous a aidé à travailler le personnage, quoi. Il y a le côté tandem aussi qui est très important, puisque Paola Luna qui a un côté un peu clown blanc, forcément. C'est Fellini qui disait ça, il disait dans les films, de toute façon c'est toujours des duos, des dualités, quoi. Il y a l'Auguste et le clown blanc. Même si je suis pas fou de cirque et de clown, il y a cette dimension là dans le duo, quoi. Il y a cette dynamique là, quoi. Il y a le côté Tintin Capitaine Haddock, voilà, Auguste et clown blanc, et une fois que le tandem était formé avec Paola Luna, la dynamique s'est mise en place entre les deux. Il y en avait une qui s'agitait plus que l'autre, il y en avait une qui était plus expressive que l'autre, plus paniquée, etc. Et c'était forcément Edina, quoi. On a parlé des genres du western, de la science-fiction, il y a peut-être aussi ceux du road trip, du film d'horreur. Alors comment fusionner, absorber ces genres et influences multiples sans risquer le trop-plein et l'indigestion ? C'est en travaillant de façon inconsciente, quoi. C'est-à-dire que si je me dis tiens, je vais mettre tel ingrédient dans le film, forcément ça va être un collage indigeste. Si ce que j'ai essayé de faire avec After Blue, je me dis je vais faire un western mutant et me laisser porter par ma narration, me surprendre moi-même aussi quand j'écris, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les événements qui se suivent, je ne puisse pas les anticiper, je puisse surprendre le spectateur et être libre par rapport à ça, tout en restant cohérent, parce que je suis ma propre cohérence. Et bien, à partir de ce moment, on construit un récit. Moi, après, j'ai la culture que j'ai, quoi. Voilà, je vais pas faire semblant de pas avoir lu et vu des choses, mais forcément, c'est en moi, c'est très présent. Et quand j'analyse le travail d'écriture que j'ai fait, et je me dis tiens, ça fait penser à ça. Là, je passe à ci, je passe à ça. Enfin voilà, je peux de façon analytique dire, je suis passé par tous ces états-là. Mais quand j'écris, je suis plus dans une pulsion d'écriture et à essayer de créer une cohérence. Après la trame narrative du film, elle est relativement classique, elle est même assez simple, il ne se passe pas tant de choses que ça. Donc je m'assois sur une trame narrative très minimale, des personnages qui vont d'un point A à un point B, ouais, épuré, on peut dire, oui. Mais je vais la gonfler, si vous voulez, la nourrir d'une imagerie, par contre, assez baroque, parce qu'il fallait aussi que je joue le dépaysement de la planète, de l'autre planète,
et aussi une bande-son aussi assez lyrique, quoi. Donc c'est là où je viens charger et gonfler mon récit. Votre film est-il un documentaire sur l'après-fin du monde ? Non, c'est pas un documentaire, c'est un fantasme sur l'après-fin du monde, peut-être. En tant que cinéaste, êtes-vous traversé par la question du réel ? Bah oui, tout le temps. Tout le temps, et d'ailleurs je pense que je suis le réalisme est un leurre pour moi. Enfin, je pense que je suis plus réaliste que les réalistes. Je vais m'expliquer. C'est ce que je reproche aux réalistes, et qui m'amuse beaucoup d'ailleurs, c'est qu'ils essayent de nous faire croire à une réalité alors qu'ils sont en train de fictionner. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire croire que Léa Drucker est une caissière, alors qu'on sait très bien que c'est une actrice avec un certain niveau de vie. Enfin, je ne sais pas pourquoi je prends son exemple, mais ça pourrait être n'importe qui. Ou que Vincent Lindon travaille dans une usine alors que c'est l'acteur le mieux payé de France. Voilà, donc pour moi, et nous vraiment nous faire croire à ça. Pour moi, ça, c'est du surréalisme. C'est-à-dire, c'est nous faire avaler ça, je trouve ça complètement dingue. Alors que moi, je me dis pas réaliste, mais je crée des fictions, je crée des artifices, et je me nourris de mon imaginaire, et je ne cache pas le fait que je suis en train de faire du cinéma, fabriquer du faux. Enfin voilà, tout est... Enfin, j'ai une honnêteté, j'allais dire, par rapport à ce que je fais. Je fais pas croire que je fais autre chose que ce que je fais. Et dans ce cas-là, je reste réaliste par rapport à mon sujet, à ma fabrication. Prenons le temps de parler de l'image de ce film. Une image exaltante, stimulante, riche, abondante, opulente même, colorée évidemment, car sa dimension plastique est forte et participe pleinement à la narration, sans toutefois être déconnectée du réel. Alors Bertrand Mandico, comment avez-vous fait, avec votre directrice de la photographie Pascale Granel, pour créer ces couleurs que nous n'avions jamais vues auparavant ? C'est-à-dire que comme je devais faire croire à un autre monde, une autre planète, et que voilà, il y a un gros travail de décor, on intervenait sur des décors naturels en créant des éléments extraterrestres ou en travaillant en studio, etc. Mais il fallait que l'extraterrestre passe par quelque chose de très fort, et j'avais décidé que ça serait la couleur. C'est-à-dire que je me suis dit, peut-être que si on est sur une autre planète, il y aura des arbres, il y aura des rochers, des choses qui nous rappellent ce qu'on connaît déjà, mais il faut qu'il y ait une dimension, extraterrestre dans les couleurs ou surnaturelle. Alors c'était pas peindre les végétaux en rouge ou des trucs kitsch comme ça, mais c'est trouver des dominantes assez fortes pour créer des climats par séquence extrêmement marqués par la colorisation. Des formes de microclimats. Des microclimats, exactement. Et en même temps des couleurs qui soient agréables à regarder, enfin en tout cas que ça fonctionne, quoi, que ça ne jure pas à l'œil. Et j'aime beaucoup le travail de la couleur de certains cinéastes italiens des années 70 comme Mario Bava ou autres, donc, et y compris aussi des expérimentations du Technicolor que je trouve assez étonnantes, le travail sur les filtres et tout. Donc je suis parti de cette base-là. Et aussi, après, je suis allé voir dans toute l'imagerie de la science-fiction les grands coloristes de la science-fiction et de la peinture. Et il y a un dessinateur que j'aime beaucoup, du moins dans ses débuts, dans ce qu'il tentait, c'est Richard Corben, qui était un des piliers de Métal Hurlant, un dessinateur américain, et qui a un rapport à la couleur absolument extraordinaire. Je pense que lui-même a été influencé par les couleurs de Bava. Il avait un système de colorisation particulier. Et donc, voilà, ça a fait partie de mes influences. Et on a travaillé avec les costumes, avec les décors, sur des dominantes de couleurs par segment, en s'appuyant sur les couleurs naturelles des endroits où on allait aller, et en se disant, voilà, là on va amener du vert et du jaune par des éclairages, puisqu'on éclairait tous les décors, y compris en plein jour, pour leur donner des dominantes de couleurs. En même temps, j'utilisais des filtres devant l'optique, et par exemple... Des filtres colorés. Des filtres colorés, bien sûr. Et en même temps, aussi... par exemple, j'ai essayé d'avoir
des actrices qui aient des costumes assez neutres dans les couleurs, que des gris, que des camaïeux comme ça, sauf Elina qui a un pull qui varie, qui change de couleur en fonction des séquences. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qui se voit pas si je vous le dis pas, mais d'une séquence à l'autre, son pull change. Il s'adapte au décor, aux dominantes. Elle a un pull rouge quand les dominantes sont chaudes, et puis elle a un pull vert quand les dominantes sont vertes, etc. Donc d'une scène à l'autre, vous pouvez la voir, elle arrive dans un décor alors qu'elle ne s'est pas changée dans l'histoire, et puis elle va arriver avec son pull qui est vert ou rouge, mais ça passe comme une lettre à la poste parce que, si vous voulez, la dominante globale du décor fait que cet élément-là est absorbé, quoi. À l'avant-première du film, Pascale Granel expliquait qu'avec vous, elle était toujours dans la recherche et l'invention, autrement dit que vous ne faisiez jamais 2 fois le même travail cinématographique. After Blue est différent des Garçons Sauvages chromatiquement, puisque l'intégralité du film est en couleur, là où les Garçons Sauvages étaient en noir et blanc, à l'exception de quelques jaillissements colorés. Pascale Granel soulignait que le travail intrinsèque intérieur n'est pas différent, mais que le désir d'image et de séquence est différent, lui. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est-à-dire que l'idée de se renouveler tout en prolongeant. C'est-à-dire que je prolonge une réflexion. Je m'aperçois aussi que tous les films que je fais sont liés, que les courts-métrages que je peux faire entre 2 longs sont en train d'annoncer le long qui va venir. Dans Ultra Pulp, il est question de paradisal, il est question d'un tournage de film de science-fiction, il est question de couleurs aussi. Donc finalement, c'est un long fondu enchaîné pour arriver à d'autres choses. J'essaye de me renouveler, de ne pas faire 2 fois la même chose, et après quand je vois mes films finis, que je peux constater, je me dis je raconte encore la même histoire, ou j'ai encore un tic là, je retourne sur une plage, je sais pas. Bon, voilà, il y a des choses il y a des redondances malgré moi, mais ce qui m'intéresse moi, c'est de pas faire 2 fois la même chose, quoi. Ça vraiment ou de prolonger des expérimentations que j'ai pu faire sur des formats courts à l'échelle d'un long. Donc là, pour After Blue, il y avait aussi l'ambition de faire une grande fresque épique, qui renvoie à un certain cinéma ambitieux, qui est peut-être pas lié au cinéma d'auteur, et se dire mais pourquoi pas, on peut y arriver, on va faire une grande chose, quoi. On va avoir un grand geste de cinéma, mais et en essayant des trucs qu'on n'avait pas encore fait, quoi. Autre différence avec votre film Les Garçons Sauvages, After Blue est dans le format large du scope, le fameux ratio d'image 2,35/1. Ensuite, vous utilisez des optiques anamorphiques. Qu'est-ce que cela a apporté pour vous ? Pas pour celui-là. Pas pour celui-là ? Non, les optiques anamorphiques, je les avais utilisées sur Living Still Life. Enfin, le format scope, j'y suis souvent allé. Mais il y a des flares caractéristiques du scope. Ouais, mais parce que j'utilise alors là, ouais, je vais rentrer dans les détails, mais sur Living Still Life, qui est un court-métrage que j'ai fait précédemment, j'utilisais une optique anamorphique, et donc la totalité du photogramme était anamorphosée, donc c'était un vrai scope. C'est-à-dire qu'on fait rentrer dans un carré un format allongé avec un effet de distorsion de l'image. C'est le format noble du scope. Les Italiens ont mis au point dans les années 60-70 le scope du pauvre, qui consiste à prendre la moitié du photogramme, donc les 2 perfos, si vous voulez, on coupe en 2 le photogramme pour avoir le format scope. Donc on a un format scope qui triché, mais enfin qui n'est pas une anamorphose optique, mais qui est réellement filmé, mais qui utilise la moitié de la pellicule, donc ce qui est économiquement intéressant par rapport à du 35. Donc ça, c'est le procédé qu'on a utilisé pour ce film. Ensuite, vous avez vu des étirements de lumière ou des choses comme ça. Ça, c'est parce que j'utilise des filtres qui créent, comment dirais-je, des incidences lumineuses sur les impacts lumineux. Donc il y a le filtre star qui crée des petites étoiles, ou le Strick qui crée des étirements de la lumière. Et ensuite, j'ai utilisé une autre optique, mais toujours avec le même format scope,
pour le monde des morts, qui est une optique qui est peu utilisée pour des paysages, pour des grands mouvements de caméra comme j'ai pu le faire. C'est l'optique à décentrement, c'est-à-dire ça s'apparente à la chambre photographique. C'est qu'on défixe l'optique qui, si vous voulez, ce qu'on appelle le tilt shift. Exactement, et qui du coup est à un point de netteté au centre, mais flou en haut, en bas, à droite, à gauche. Il y a une perte de points assez rapide comme ça. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour faire du portrait, voilà, pour des éléments très très serrés et plutôt fixes sur des acteurs, et rarement, même jamais, sur des grands mouvements de caméra, parce que c'est une galère pour faire le point. Or là, pour moi, il fallait différencier le monde des morts du monde des vivants, et j'ai travaillé sur cette absence de netteté globale, et avec le défi de faire des mouvements de grue et des mouvements d'appareil assez complexes, tout en gérant cette optique-là. Voilà pour la technique des optiques. Et toutes ces idées techniques, est-ce qu'elles viennent plutôt de votre directrice de la photographie, plutôt de vous, ou alors d'un dialogue entre vous deux ? C'est des intuitions que je peux avoir et des envies par rapport à des séquences de films, la façon de les traduire avec des processus non liés à la post-production mais liés au tournage. Et après, je vais chercher dans les outils qui existent, qui ont existé, qui sont oubliés, qui sont utilisés, ce que je peux faire. Tout comme dans ce film, j'ai travaillé à nouveau avec des rétroprojections. Mais cette fois-ci, les rétroprojections, je suis parti de collages numériques que j'ai pu faire en glanant des morceaux de photos à droite à gauche, que j'ai fait animer par un animateur sur After Effects pour faire des effets d'approche ou de recul. Ou alors, j'ai travaillé avec des images écho, avec une caméra vidéo qui filmait en direct l'écran, comme il pouvait y avoir sur des émissions, sur des plateaux télé à une certaine époque. Par exemple, il y a une séquence, en tout cas quelques plans, avec Elina Lowenson. Qui se démultiplie. Oui, ça c'est une image écho. C'est-à-dire qu'il y a à côté de moi, j'ai une caméra vidéo qui filme Elina et qui filme l'écran. Donc ça crée, l'image est mise en écho et moi je filme en 35 en parallèle ce qui est en train de se passer. Voilà, ça je l'ai réutilisé il n'y a pas longtemps. C'est des trucs qui sont plus des effets de plateau télé et que je voulais utiliser pour créer ce climat très particulier. J'ai beaucoup travaillé aussi le fondu enchaîné sur ce film, chose que je n'avais pas fait jusqu'ici. Je travaillais la rétroprojection sur Les Garçons Sauvages, donc c'est-à-dire que je superposais des images en rembobinant la pellicule. Là, c'est des très longs fondus enchaînés où un plan va glisser sous un autre plan et prendre le temps de glisser, quoi. Sur le plateau dès le tournage ? Non, ça je fais pas au tournage parce que ça voudrait dire que je sais déjà la prise que je vais prendre et comment je vais la monter. Donc ça c'est quelque chose que j'envisage au tournage pour savoir où va se placer le plan, etc. Mais ensuite c'est des choses qui sont faites c'est un effet très simple de post-production. Mais c'est une grammaire cinématographique que j'avais pas utilisée jusqu'ici et que j'ai vraiment utilisé à foison dans ce film-là. À propos du plateau, nous pouvons rester dans l'aspect visuel et parler du travail du décor. Vous avez employé 765 personnes pour la construction des décors de votre film, selon le générique. Comment travaillez-vous avec cette équipe monstrueuse et le chef décorateur Thomas Bacchini ? Non, il n'y a pas 765 personnes. Il y a 45 personnes, je crois. Thomas, j'avais jamais travaillé avec lui. Donc, quand il a été question que je travaillais avec un décorateur pour ce film, je voulais quelqu'un d'assez costaud parce que je savais que ça allait être assez complexe que j'allais demander, de très carré. On m'a recommandé Thomas. Ce qui m'amusait beaucoup, c'est que Thomas, c'était le décorateur de Desplechin et d'Assayas plutôt, donc qui était quelque chose. Donc, c'est-à-dire des cinéastes qui sont pas forcément dans les mêmes surréalistes comme on disait tout à l'heure. Ouais. Donc du coup, ça j'aimais bien cette idée-là, mais en même temps, je sais aussi que c'est des cinéastes exigeants, donc je trouvais ça intéressant, qu'il ait pu passer à travers. J'allais dire les requêtes de ces deux cinéastes et puis lui aussi avait envie d'autre chose, quoi. Alors, il en a eu pour son argent, si j'ose dire. Et donc avec Thomas ça a été un long dialogue. Je lui ai montré mes croquis, mes collages, mes références et c'est quelqu'un de très très
c'est un travailleur fou et forcené, donc il a énormément préparé les choses, etc. Et effectivement, de façon artisanale, il a fallu traduire ce monde-là, parce que tout était inventé, de la cigarette au briquet, au fusil, tout est création, quoi. Enfin, même si il y a du détournement, tout doit être retravaillé. On peut pas se contenter de trouver quelque chose et de pas intervenir dessus. Donc c'était un vrai travail de titan, de fourmi. Et puis il y avait un village à construire. Enfin, il y avait une logique par rapport au film. C'était comment faire que ce film coûte pas si cher que ça, tout en ayant une exigence à la Dune, quoi. Donc il y avait l'intervention sur les décors naturels, créer des éléments de décors. Comme dans l'imagerie de science-fiction et fantastique, qui viennent... Pour là, enfin, les séquences de la plage. Les séquences de la plage, voilà, avec ces excroissances que... bon, ça, c'est des choses qui existent dans certains déserts, en Algérie ou ailleurs, où le sable crée comme des excroissances folles, c'est même pas des roses des sables, hein. On est vraiment dans des choses de termitières folles créées par le sable. Donc je me suis inspiré de ça, de ces sculptures de sable pour en mettre quelques-unes sur les plages. Voilà, essayer de voir combien il en faut pour créer une rythmique et se dire tiens, on est ailleurs. Mais dans tout élément de décor naturel, il y avait forcément un apport d'un élément extraterrestre, que ce soit des vers soufflés qu'on a fait faire par un souffleur de verre du sud-ouest, et on a accroché ces vers soufflés un peu partout, qui étaient comme des bulbes, vous voyez comme ces bulbes de résine qu'il peut y avoir sur les résineux, quoi, mais à une échelle beaucoup plus vaste et beaucoup plus surréelle. Bon, à chaque fois, il y avait ce décalage-là. Donc on intervenait partout dans les décors naturels. Et ensuite, il y a une partie des décors qui sont faits en studio. Et donc là où il fallait complètement créer le lieu. Et l'idée aussi, c'était de basculer en studio sur des contre-champs parfois. Donc il peut y avoir des champs qui sont tournés dans des décors naturels trafiqués, et le contre-champ tourné un mois après en studio, avec un élément de décor qu'on a ramené, une photo qui est rétroprojetée, etc. Donc et ça casse totalement, enfin pour le spectateur, et du coup est immergé dans un univers complètement fabriqué et cohérent, quoi. Il fallait pas qu'il y ait tout d'un coup on puisse repérer l'un et l'autre. Donc on a travaillé comme ça, quoi. C'était vraiment un travail de fourmi. Et de direction artistique, en fait. Ouais, pour pouvoir créer cette cohérence. Le barda aussi qui était sur le cheval, on l'a designé. Qu'est-ce qu'on met ? C'est pareil, il y avait 2 bardas, enfin je sais pas comment dire ça, mais les selles, les machins, etc. Il y avait cet attirail-là, il y avait 2 versions, une version rouge, une version verte, en fonction de la colorimétrie des lieux, quoi. Donc voilà comment on a travaillé, et c'est vrai que c'était un travail de préparation énorme. On était dans des entrepôts à Brive qui sont devenus nos studios, voilà, qu'on a détournés, où on avait nos stockages de décors, et on pouvait rayonner à partir de là, parce qu'on a tourné en Grande Aquitaine, rayonner en fonction des lieux, quoi. Vous êtes donc intervenu sur la lumière à la fois dans les studios, dans les décors naturels. Pour vous, que représente la lumière en tant que matière ? La lumière, c'est la matière qui... c'est la sculpture et la peinture, quoi. C'est-à-dire que la lumière va révéler les volumes. On travaille beaucoup avec des contres. J'aime beaucoup travailler aussi avec des lumières mouvantes. Donc elle va révéler aussi les textures, les différents éléments. Mais elle va aussi m'aider à les coloriser, quoi. Donc voilà, elle a ces 2 fonctions, le volume et la couleur, quoi. L'une des particularités de votre travail est que vous ne déléguez pas le cadre à votre directrice de la photographie, ou à un cadreur, ou à quiconque d'autre d'ailleurs. Vous opérez vous-même la caméra. D'où vient ce besoin ? Parce que pour moi, le cadre, c'est le langage du cinéaste, quoi. La définition de ce qui est dans le champ, du hors-champ, n'appartient qu'au cinéaste. Et c'est comme j'ai pas de temps, je dois aller à l'essentiel. Ça m'évite d'expliquer ce que je veux à quelqu'un. Je peux directement prendre le cadre et chercher et trouver moi-même ce que je veux. Après, je ne veux pas dire que je suis le meilleur des cadreurs, mais au moins, si je me plante, c'est à cause de moi, quoi. Et surtout, il y a beaucoup de scènes à l'épaule, même si ça se voit pas. Et je suis mon intuition, quoi. Donc je peux tout d'un coup décider de plonger sur une main ou d'aller chercher un regard,
je suis en osmose avec les actrices, je peux leur parler aussi. Je suis vraiment, il y a pas d'autre d'intermédiaire entre eux. Je suis pas très loin de l'actrice. C'est très corporel en fait. Très corporel. J'ai l'impression d'être. En gros, je suis un personnage du film. Je suis le regardeur et je joue avec la caméra. Je joue vraiment ma partition. Et je suis aux premières loges et je suis en dialogue avec les actrices. Donc, ce qui me permet de leur parler aussi en direct et puis d'aller chercher des choses, de ressentir avec elles d'être comme en transe, quoi. Et je suis vraiment plongé dans le film et je suis le premier spectateur du film. Vous n'êtes pas dans le cas régie à regarder le combo. Le combo, on voit rien, c'est de la vidéo, c'est de la télé. Là, j'ai vraiment l'obturateur qui est là devant mon œil, qui crée sa cadence aussi hypnotique et je vois le spectacle qui se déploie pour moi, que pour moi. J'ai l'impression que je suis le premier spectateur comme ça aussi, hein. C'est une drôle de sensation. Je dois être le premier à pouvoir boire l'image, quoi. À ce propos, pourquoi faire le choix saugrenu de continuer à tourner avec une vieille pellicule 35 mm alors que les caméras numériques atteignent une qualité technique impressionnante et sans cesse améliorée? Mais c'est pas saugrenu du tout, hein. Vous voyez bien la différence, non? Mais peu importe la qualité, enfin je veux dire... La pellicule est impressionnée alors que le capteur capte, quoi. Il scanne, quoi. Il est froid, il absorbe l'image. Dans la pellicule, il y a une dimension chimique magique, hein. Donc c'est la lumière qui va embrasser l'argentique, qui va se révéler ou pas. Ça crée aussi une concentration très particulière. C'est de l'ordre du rite. Alors là, pour le coup, c'est de l'alchimie, la pellicule. Et pour moi, c'est un plus. C'est-à-dire que derrière, j'ai pas une post-production de malade pour faire croire que mon image est belle, puisqu'elle est belle parce qu'elle est magnifiée aussi par le support. Forcément, si on filme des trucs moches en pellicule, ça va pas forcément faire des trucs bien, mais il y a toujours un truc qui se passe avec la pellicule. Et donc voilà, c'est une contrainte pas tant financière parce que on arrive à être économe, mais du moins une contrainte de fabrication, puisque ça veut dire que je fais pas tant de prise que ça veut dire qu'il faut faire attention, il y a toujours un petit risque, etc. pour l'exposition, mais je trouve que je suis gagnant au final par rapport à la qualité de l'image, en tout cas ce que j'ai envie d'avoir, et puis ensuite je vous dis c'est l'ordre du rite, quoi. Est-ce que c'est aussi un autre rapport à la mise en scène pour vous? Disons que la tentation pour quelqu'un qui tourne en numérique, c'est qu'il allume la caméra le matin et il éteint le soir, quoi. C'est-à-dire qu'il va absorber il n'a aucune raison de se limiter. Et après, c'est un enfer au montage aussi. Il y a une concentration qui est liée à la pellicule, qui aide aussi à pouvoir arriver à atteindre un état de grâce qui est peut-être plus difficile à atteindre en numérique. Est-ce que pour vous, ça sacralise la prise? Complètement. Complètement. Enfin, pour moi, c'est hyper important. À la fois, c'est très concret parce que je sais où va l'image. Elle va dans le carter, dans cette pellicule qui se déroule. Et en même temps, je sais que c'est très fragile. Et puis, c'est de la matière, quoi. J'ai besoin de matière. Est-ce que vous faites des projections, des rushs, des dailies tous les jours? Après, les rushs sont numérisés, hein. Donc, vous voulez dire à l'équipe, si je projette à l'équipe? Sur le dernier film, on a donné accès aux rushs, mais je ne trouvais pas que c'était une bonne idée. Vous faites une séance quotidienne où vous visionnez les rushs collectivement? Moi non, c'est plutôt chacun de son côté. Le chef-op... la monteuse, script, elle fait les deux, elle faisait les deux, Laure. Voilà, quelques personnes, la production, bien sûr, jette un œil dessus pour savoir où va l'argent. Mais c'est plutôt un plaisir solitaire, quoi. Les acteurs n'ont pas à voir les rushs. Hein. Il faut qu'ils restent, il faut qu'ils soient dans le film, complètement pris dans le film. Moi, c'est hyper important que je les vois. Parfois, les rushs sont pas développés aussi rapidement que je le désirerais, parce qu'il y a forcément une petite inertie. Donc, ce que je fais, c'est que j'embarque avec moi le retour vidéo tous les soirs pour regarder ce qui a été fait, enregistré sur le retour vidéo. Et ça me permet aussi de me projeter dans le montage et voir les plans qui m'ont manqué ou au contraire des plans qui suffisent. Donc ça, c'est vachement intéressant. C'est hyper important pour moi de revoir tout ce qu'on a fait la journée, tous les soirs, quoi. Mais c'est aussi un plaisir solitaire. En ce sens, la caméra est-elle aussi votre troisième œil? Je
je sais pas si c'est le 3e, mais en tout cas, elle devient mon œil droit, quoi. Puisque mon œil gauche, lui, vu que j'ai cet handicap physique qui fait que j'ai un œil gauche qui n'en fait qu'à sa tête, quoi, qui se balade dans tous les sens, mon œil gauche, il continue à se promener pendant que je filme avec mon œil droit, et ce qui me permet de voir le hors-champ venir, en tout cas tout ce qui se passe à gauche. Et non, la caméra devient à la fois l'œil droit et un prolongement de mon épaule et de ma main, quoi. Donc toujours dans un rapport très organique. Oui, fusionnel avec la caméra, complètement. Elle est assez lourde, ma caméra, parce qu'elle me dit toujours ce que je fais, aucun cadreur accepterait de le faire. C'est-à-dire que je porte une caméra 35 à l'épaule. Ça pèse combien ? Je crois que c'est 36 kilos, 35, un truc comme ça. Parce que je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai la pellicule forcément, mais je travaille beaucoup au zoom. Et c'est plus lourd les zooms. C'est plus lourd. Et en plus, j'ai un porte-filtre, avec une quantité de filtres assez important, puisque j'ai les filtres... 36 pour être exact. C'est ce qu'elle vous a dit ? Non, je sais pas. Non, c'est 3 filtres, je crois. Il y a des filtres colorés, il y a des softs, et puis il y a des filtres à effet. Donc le porte-filtre, plus les filtres, plus le zoom, plus la poignée de zoom, etc. Enfin, tout ça fait que ça pèse un certain poids. Et le zoom, moi, me permet aussi de gagner du temps, parce que je compense sans arrêt avec le zoom. Je change d'optique en permanence. Donc c'est vous qui zoomez directement ? Oui, j'ai une molette avec le zoom. Ça fait partie de mon cadre, le zoom aussi. Je peux élargir quand ça m'arrange, etc. Donc c'est assez important. Et puis quand je travaille à l'épaule, du moins sur After Blue, le but était que ça ne se sente pas, quoi, hein. C'était pour faire des mouvements assez doux, mais être à des endroits où un pied ou une dolly ne me permettait pas d'y être, quoi, dans des endroits encaissés, complexes. Donc voilà, c'est assez physique, et il faut que je sois bien ancré à ce moment-là. Mais donc je deviens un pied de caméra, quoi. Voilà. Est-ce que le cadre, c'est aussi quelque chose dont vous discutez avec votre directrice de la photographie ? Pas vraiment, on n'a pas le temps. Je lui montre le cadre, je lui dis voilà comme j'imagine les choses, donc parfois elle me dit ah là là, mais comment je vais éclairer? Je dis bah écoute, ça c'est ton problème, hein. Voilà, je te montre, je peux en discuter aussi avec la monteuse, voir s'il manque pas une valeur, mais en général voilà, je cherche mon cadre, j'essaie de le trouver assez vite. Après, Laure comme Pascal sont attentives, ou Bénédicte aussi qui fait les maquillages, sont attentives au retour vidéo et peuvent me dire attention là, t'as vu, il y a ça qui se passe dans le cadre, ou même me parler d'une actrice en me disant que j'ai pas pu, dont j'ai pas, enfin, je me concentre sur les acteurs qui sont en avant-plan, mais ils ont dit tiens, t'as vu au second plan, elle fait ça, est-ce que ça te va, etc. Enfin, je suis vraiment à l'écoute de tous les retours. Et je demande au chef op et aux autres chefs de poste qui sont derrière le retour vidéo de me faire des commentaires sur tout, y compris sur le jeu, même si ça me fait râler sur le moment, mais des fois c'est ce qu'on me dit, mais c'est important pour moi d'avoir tous les retours, quoi, rapidement. Moi je suis tellement concentré sur ce que je suis en train de faire que je peux ne pas avoir quelque chose voilà, qui peut gâcher un plan, quoi, par exemple. La monteuse, elle est aussi présente au tournage dans le film, ce qui est relativement rare. Souvent, on choisit d'isoler les monteurs pour qu'ils amènent un regard neuf sur le film. Pour vous, c'est pas le cas. Comment est-ce que vous conservez un recul quand vous arrivez sur le banc de montage ? Elle est aux premières loges pour voir les plans qui vont manquer, etc. Donc elle peut pas se plaindre après. Non, mais je trouve ça intéressant que la script ait déjà des considérations de montage. En l'occurrence, Laure était script. Elle est pas script, elle est monteuse, mais elle fait très bien la script, même si elle aime pas ça. Et en l'occurrence, là, elle n'était pas censée monter le film. C'est un film qui a été monté à moitié par Georges Krag, qui est un autre monteur avec qui je travaille régulièrement. Et donc le film devait être monté par Georges, et Laure devait travailler sur le montage son plutôt, sur celui-là. Or, Georges a monté une très grande partie du film, mais le Covid est arrivé, et ayant sa famille en Thaïlande, il a dû la rejoindre en Thaïlande. Donc pour finir le film, j'ai proposé à Laure, elle était ravie, de monter, de terminer le montage. Donc voilà, là c'était justement, il y avait cette histoire de recul qui était un peu prévue comme ça pour ce film-là. Donc
à la fois, moi, je trouvais ça bien qu'il y ait deux monteurs sur le film, mais c'était pas comme ça. C'était en grosses circonstances. Mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de recul. Vous avez raison. Mais en même temps, je trouve intéressant que les préoccupations de montage soient présentes au tournage, quoi, parce que c'est le nerf de la guerre, quoi. Donc autant directement se questionner là-dessus pendant qu'on fabrique. À ce propos, Elina Lowenson nous faisait remarquer que sa principale relation, son principal rapport à la caméra, était qu'elle faisait l'amour à la caméra. Ah bon, elle a dit ça ? Je fais l'amour avec la caméra. C'est ça mon rapport. Non, mais c'est vrai. C'est comme James Dean, je sais pas moi, mais la caméra, c'est le public et j'adore. Et je me laisse, je m'abandonne, je fais l'amour avec la caméra. Alors Bertrand Mandico, de l'autre côté de la caméra, partagez-vous cette sensation ? Non. J'ai pas l'impression de faire l'amour aux acteurs avec une caméra, aux actrices. Moi, j'ai plutôt l'impression de danser avec elles, quoi. Voilà, de flirter et de danser. Mais pas... c'est pas de la pénétration, quoi, pour moi, la caméra. Enfin, vous direz, on n'est pas obligé de pénétrer pour faire l'amour, mais c'est pas de l'ordre sexuel. Même si l'objet a une dimension phallique, c'est pas sexuel. Hein. C'est vraiment de l'ordre de la danse et du flirt, quoi. Votre façon de tourner est aussi assez particulière, puisqu'il vous arrive de diriger les acteurs avec votre voix pendant que la caméra tourne. Autrement dit, le son direct capté sur le plateau n'est pas celui qui sera entendu par les spectateurs, les spectatrices, et vous enregistrez en studio les dialogues avec les acteurs une fois que le tournage est achevé. Alors comment parlez-vous aux acteurs pour les diriger sur le plateau ? Il y a certes la caméra qui danse, votre caméra, celle qui flirte aussi, mais votre voix fait aussi partie de cette chorégraphie. Oui, mais enfin, je dirige pas tout le temps. C'est-à-dire on répète avec... Enfin, je dirige pas tout le temps. Je dirige tout le temps, mais déjà, on répète pas mal. Parce qu'il faut que le texte soit su, que tout soit su, pour trouver aussi... Et vous êtes cadre également à ce moment-là ? Non, quand on répète, je fais sans cadrer, quoi. Je le fais... voilà, ça peut être dans un salon, n'importe où. Et c'est pour trouver le personnage et les dynamiques des situations. Ensuite, in situ, il y a aussi des répétitions, voilà, qui sont un peu moins longues parce qu'on est toujours contraint. Là, à ce moment-là, quand on ne trouve pas avec les acteurs, je m'investis physiquement, c'est-à-dire que j'ai besoin de jouer les personnages. Je les connais par cœur, enfin, je ne connais pas les répliques par cœur, mais je les connais par cœur dans leur caractérisation. Et je leur dis pas comment il faut jouer, hein, mais je cherche la solution quand il y a un problème physiquement. Donc tout d'un coup, je deviens le personnage d'Elina, ou le personnage de Vimala, ou le personnage de Paola, et j'essaye de voir, elle arrive, elle est comme ci, elle se pose comme ça, elle va mettre la main là. Je trouve la rythmique du jeu et les postures. Et ça, je montre ça aux actrices en disant, voilà, tu vas passer par tel endroit, t'asseoir là, etc. Faire ça, mettre la tête en arrière. Après... Elle le joue, elle incarne, elles sont actrices. Moi, je suis un piètre acteur. Donc, mais j'ai besoin de l'incarner physiquement. Je le cherche physiquement, quoi. Et ensuite, quand je filme, il m'arrive de donner des indications en lui disant ferme les yeux à ce moment-là, redis la phrase encore une fois, remonte le menton, tourne toute la tête à droite, etc. etc. Voilà, donner des indications et pas arrêter la caméra. Dire, on recommence encore une fois, mais cette fois-ci tu fais ça, non, arrête-toi, tais-toi, dis-le plus comme ça, répète encore une fois la phrase, etc. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Est-ce que vous considérez After Blue comme un film psychédélique ? En tout cas, est-ce que vous l'avez pensé comme tel ? Il a une dimension psychédélique par la force des choses, parce que le film propose une colorimétrie qui peut renvoyer au psychédélisme. Il y a une dimension hypnotique aussi dans le film. En tout cas, j'envisage les films comme des psychotropes, quoi. Je veux que chaque film soit une nouvelle drogue que je mets sur le marché et créer une addiction pour ceux qui l'ont vu, quoi. C'est un film qui s'apprécie dans un état second. Non, enfin, je sais pas. Vous allez le voir dans un état second, vous me direz, mais dans un état premier, non, dans un état premier. Et par contre, on peut être dans un état second en sortant. Ça, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Je suis pas sûr qu'il faille être défoncé pour voir le film, hein, ou avoir bu, ou je sais pas quoi. Non, c'est un film qui peut mettre dans un état second. C'est ce que j'aime avec
avec les arts en général. C'est-à-dire que la musique, moi, me met dans un état second. C'est ce qui me sert d'ailleurs à créer, à trouver des idées. La musique est l'élément révélateur de mes idées. Donc quand j'écoute des musiques, des morceaux, je pars à fond, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment les arts, ma dope, quoi. Et donc, c'est pareil pour la peinture, la photo, le cinéma. C'est ce qui me fait partir, ce qui fait partir mon esprit. Et donc, j'envisage le cinéma comme ça, quoi, comme quelque chose qui va ouvrir sur un autre monde, de faire un voyage, de nous sortir de notre quotidien morne, d'oublier Zemmour et toutes les horreurs qu'on peut voir. Et donc, voilà, plonger. Donc il y a peut-être un côté psychédélique par rapport à ça, mais pour moi c'est presque même de l'ordre du rituel chamanique, quoi. Mais s'abandonner et partir ailleurs, quoi. Lors de la première française du film, vous l'aviez qualifié en ces termes: c'est un sanglot qui coule sur le bras. Alors, Bertrand Mandico, pour qui ou pourquoi elles coulent vos larmes? Oui, c'est vrai que j'ai dit ça, que le film était une longue larme qui coulait sur la peau, sur les poils, sur les chairs, sur plein d'éléments comme ça. Je le voyais comme ça à ce moment-là. Alors je vais vous répondre, mais je suis très premier. En réalité, je fais des films au premier degré. C'est-à-dire que je suis pas dans la... Il y a de l'humour, j'espère, dans mes films, mais je suis très premier degré. Je suis pas du tout dans le cynisme ou dans une ironie kitsch à la John Waters ou autre. Je fais vraiment mes films au premier degré. Je crois au monde que je montre. Je prends pas le spectateur. Enfin, je fais pas des clins d'œil au spectateur. Au contraire, je le regarde avec les yeux embués de larmes. Alors mes larmes, elles coulent pour le cinéma, pour les spectateurs et pour les actrices. Si vous deviez peindre votre vie tout entière, quelle couleur pourriez-vous choisir ? Je sais pas quelle couleur je choisirais. Je vais choisir un gros crachat dans une boîte d'aquarelle. Bon, on prend la réponse quand même. Qu'est-ce qui rend une œuvre vivante pour vous ? Les réactions de ceux qui la reçoivent, quoi. Dans la salle de cinéma. Dans la salle de cinéma. Ou devant leur télé, ou peu importe comment ils consomment. Je pense que le cinéma est le meilleur écrin, parce qu'il y a la dimension du grand écran et de la grande écoute, qui pour moi fait partie de la communion et fait aussi partie de la façon dont je dimensionne les films. C'est-à-dire que c'est des films qui sont faits pour être vus en grand, quoi. C'est comme ça que je les pense. Mais après, c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas être vus en petit. Mais je crois que vraiment leur vraie dimension, ou leur première dimension, ça doit être celle-ci. Donc, oui, c'est pour... Excusez-moi parce que j'ai perdu la question. Je sais que ma réponse était les spectateurs. Hein, donc qu'est-ce qui rend une œuvre vivante ? Oui, les spectateurs. Donc c'est la réaction des spectateurs, enfin quand je dis spectateurs, spectatrices, spectateurs, spectateuses, je sais pas comment dire, mais de ceux qui voient et c'est ça qui rend le film vivant et l'œuvre vivante. Et puis toutes celles et ceux qui y croient et qui vont collaborer avec moi aussi, à commencer par les actrices, quoi, et acteurs. Est-ce que vous êtes sensible à l'avis qu'ont les spectateurs ou les spectatrices sur vos films ? Ah bah bien sûr, hein. Il faudrait être idiot pour être insensible, quoi. Oui, c'est compliqué d'ailleurs à gérer. Surtout à une époque bizarre où les réseaux sociaux donnent la parole aux grandes gueules anonymes qui peuvent dire des horreurs, et puis des gens aussi qui peuvent dire des choses formidables. Donc c'est très compliqué de faire la part des choses, de pas prendre les choses... Enfin, c'est un tumulte, quoi. À la fois, quand c'est hyper positif, c'est presque un trop-plein, ça me gêne. Mais je suis très content de prendre des choses positives. Quand c'est très négatif, je trouve ça hyper violent et démesuré. Et puis l'indifférence m'attriste, quoi. Donc quoi qu'il arrive, je suis tourmenté par les réactions. Mais je fais les films pour qu'ils soient vus et qu'ils soient vus par plein de gens. Moi, ce que je supporte pas, c'est qu'on prenne les spectateurs pour des cons et qu'on les tire vers le bas. Voilà. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce que je fais, ce que j'essaye de faire, c'est pas prendre les gens pour des cons et de les tirer vers le haut et les ouvrir
à d'autres choses, quoi, à d'autres goûts, à leur dire, vous voyez, il y a pas que tout va pas que dans un seul sens. Ouvrir l'éventail, justement. Moi, plus il y aura de variété, j'ai pas envie qu'il y ait des clones de mon cinéma, mais j'ai envie qu'il y ait plein de gens très très différents, qui fassent des films très différents, et que la variété soit, enfin, que le panel soit le plus large possible pour que le spectateur ait une ouverture d'esprit très très large et ne se contente pas de bouffer du poisson pané, quoi. Voilà. On en revient aux poissons et aux arêtes. Quelle est la plus belle erreur que vous ayez faite sur le tournage de ce film ? La plus belle erreur, de faire ce film, tout simplement. C'est pas une erreur, c'est un concours de circonstances. J'étais censé tourner, c'était une erreur. Oui, on peut dire que c'était une erreur. Je voulais tourner dans un endroit très difficile, qui était au Pays Basque, un canyon extrêmement humide, verdoyant. Un endroit quasiment impossible pour tourner, quoi. Ça devenait du haguir d'aller tourner là-dedans, mais je voulais à tout prix y aller. Je devais ouvrir le tournage avec cette scène qui est la scène de la rencontre entre la mère de Kate Bush et la sœur au bord d'une rivière. Donc on devait tourner 2 jours dans cet endroit impossible. Toute l'équipe en faisait des cauchemars. Mais moi, je trouvais que c'était trop beau, même si c'était compliqué, il fallait porter le matériel et tout, ça allait être formidable. Or, avant de tourner, il y a eu des pluies diluviennes et l'endroit qui était normalement accessible à cette saison-là était sous l'eau. Et donc, on a reporté le tournage en se disant on tournera plus tard. Et puis plus tard, le décor était toujours sous l'eau. Et à la fin du tournage, le décor était toujours sous l'eau. Et en plus, il y avait des problèmes financiers. Chaumet le producteur c'était de plus en plus dur pour lui financièrement. Et donc, il me dit, ce décor naturel que tu devais avoir pour ton film en 2 jours, tu peux pas l'avoir. Il va falloir que tu te démerdes en studio. C'était quand même un décor assez imposant. Et là où tu avais 2 jours pour le faire, je te donne 1 jour en studio. Et tu te débrouilles. Et il n'y avait pas de décor prévu pour ça. Enfin, en tout cas, j'étais coincé. Et donc, à ce moment-là, on s'est pris la tête avec Thomas Bacny, le décorateur, et on s'est dit, on va créer un décor avec les restes des décors. J'ai commencé à faire des croquis, etc., à réfléchir. Et on a fait un décor à partir de plein de morceaux de décor. J'ai fait une tempête de neige, on a fait tout ça en studio un jour, et je suis très très content de la scène finalement qui a conclu le film. Donc voilà, j'avais fait l'erreur peut-être d'aller dans cet endroit impossible, et ça s'est retourné à une scène de studio qui finalement que j'ai beaucoup aimé tourner et qui a été très payante, quoi. Dans le film, il est dit tout est à faire, rien à refaire. Si c'était à refaire, vous referiez quoi, vous ? Non, j'avance, quoi. Je regarde pas dans le rétroviseur. Ce qui a été fait est fait, et parfaire, voilà. Donc je prends le film pour ce qu'il est, et j'avance sans regret, quoi. Ouais. Un mot sur le montage du film. Qu'est-ce qu'il se joue à cette étape pour vous dans la construction du récit ? Parce que tout est à faire. Oui, tout est à faire, ouais. Les 3 étapes fondatrices, c'est l'écriture, qui est peut-être l'étape la plus heureuse, puisqu'on fantasme le film, on le rêve, en étant conscient qu'il y aura forcément des contraintes financières et qu'il va falloir que ça marche, mais tout de même, il y a la liberté de rêver le film et de voir le film qui se construit dans sa tête, comme ça, sous la plume. Ensuite, il y a la concrétisation du film avec le tournage. C'est le temps des concessions et en même temps de la transformation de l'écriture en matière concrète. De la gestion du temps, de l'argent, des accidents, pour en faire un objet filmique fort. Et il faut qu'il y ait des états de grâce à ce moment-là, et en espérant que ça marche au montage. Et puis après, il y a le montage, où là, c'est le constat. On constate ce qu'on a pu tourner, avec parfois des choix au tournage. On se dit, merde, comment je vais me débrouiller au montage pour m'en sortir avec ce plan séquence, ou est-ce qu'il ne va pas me manquer une valeur, etc. Donc là, il y a ces angoisses-là qui sont en train de se concrétiser. Puis on solutionne au fur et à mesure. Le film s'impose à soi. C'est-à-dire qu'un film... à un moment donné, il ne faut pas lutter, quoi. Le film, il a sa propre personnalité. C'est comme une personne, quoi. C'est une entité même. Ça devient même une créature à part entière. Et elle s'impose. Au bout d'un moment, elle dit non, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je suis comme si. Et il faut pas lutter. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre le film, et il faut la laisser être ce qu'elle est. Donc, c'est pareil au montage.
le film finit par se révéler, s'imposer. Il n'est pas forcément comme on l'a imaginé, mais je veux dire dans son entièreté. Mais voilà, il a sa propre, j'allais dire, sa propre musique, sa propre rythmique. Et donc ça, c'est le moment au montage où on prend conscience de ça, vraiment à 100%, et on finit par l'accepter, en voir les qualités, les défauts, et essayer d'amoindrir les défauts, et se débarrasser de tout ce qui colle comme un chewing-gum au pied, quoi, des plans qui résistent, des petites séquences mal foutues, etc. Faire le deuil très rapidement de ce qui marche pas, et essayer de faire en sorte qu'il y ait une fluidité, quoi, qui se mette en place, que le film coule, nous prenne par la main et nous lâche jamais pour nous amener à la fin. Et puis après, tout ça est lié au son, puisque moi je fais, comme vous le dites, la bande son après coup, j'enregistre les acteurs qui rejouent, où là je peux rajouter des répliques, du off, etc., du hors-champ, et puis il y a la partie musicale aussi qui va couler comme une rivière sur les images, et la bande son. Donc tout ça fait que la sauce prend. Et après je constate que le film dure tant de temps, qu'il a un tempo un peu particulier. C'est un film qui est moins speed et nerveux que Les Garçons Sauvages, par exemple. Les Garçons Sauvages, il y a quelque chose de nerveux, de fiévreux, alors qu'After Blue a quelque chose de plus planant, quoi. Il a un rythme, je pourrais dire, plus japonais ou plus slave, quoi, par rapport à ça. Et ça, c'est aussi jouer avec ce rythme-là, l'accepter, voilà. C'est toutes ces choses-là qui se jouent au montage, quoi. Et lâcher la main du film, dire ça y est, c'est fini. Parce que ça, c'est compliqué, parce qu'on a toujours tendance à vouloir continuer à peaufiner, mais à un moment donné, il faut dire c'est fini, quoi. Et quand est-ce qu'on sait qu'il est fini ? Quand je peux le regarder sans m'endormir. Sinon, je pique du nez très vite. Mon esprit lâche, quoi. Lâche prise. Ouais. Donc il faut avoir bu du café avant ? Non, au contraire, pas boire de café. Mais je fais des visionnages et je sais très bien que quand je décroche, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et à partir du moment où je suis pris par le film et je décroche pas, il me surprend à chaque vision. Après, je peux pas le voir 2000 fois, mais enfin, en tout cas, pendant le montage, je le vois beaucoup. À ce moment-là, je me dis que c'est bon, ça prend, quoi. Et quand j'ai des émotions qui viennent aussi, il faut que les émotions soient présentes, quoi. Si j'ai pas d'émotions, si je ressens rien, c'est que ça marche pas. Qu'ont apporté vos deux monteurs successifs sur cette construction du récit ? J'ai un monteur qui est anglais pur et dur, donc j'allais dire qu'il a la vision anglo-saxonne du montage. C'est le jardin à l'anglaise, quoi. Le nonsense, voilà, il a une culture anglo-saxonne et j'aime bien ça. J'aime bien ses réflexes aussi par rapport à ça. Et Laure, c'est quelqu'un qui vient de l'édition, qui est une littéraire, et j'aime bien son approche à la fois littéraire et aussi qui montre du documentaire. Donc elle a ces deux approches-là. Elle est aussi très dans le détail, hein, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas une vue d'ensemble, mais ça est très aussi très. Mais ça, ils ont ça tous les deux, hein, très attachés au son. Donc voilà, c'est deux approches différentes, très complémentaires, et qui me font du bien, quoi. Ils sont aussi intransigeants, quoi. Donc voilà, ça c'est très bien. Est-ce que vous débutez le montage après avoir réenregistré les voix en post-synchronisation ? Ah non, on fait d'abord un ours avec le son de témoin, et puis après, une fois qu'on a l'ours, on enregistre. Et là, on retravaille le montage à ce moment-là. Avez-vous eu l'envie de profiter de cette liberté de post-synchronisation pour réécrire, changer, modifier les dialogues ? Ouais, mais je veux que ça se voit pas, quoi, la post-synchro. Je veux que ça colle à l'image. Parfois sur un mot, où on peut jouer sur deux mots, mais si c'est du hors-champ, je peux réécrire un truc. Mais non. Non, c'est plus... la post-synchro me sert à affiner encore le jeu, quoi. Même avoir des jeux parfois un peu contradictoires, des voix qui étaient portées sur le plateau qui le sont moins au moment de la post-synchro. Voilà, c'est un réajustement du jeu à ce moment-là. Roxy, t'as vu dans quel état tu nous as mises ? Tu aurais pu la tuer et nous délivrer.
La matière du son dans le film est particulièrement dense, comme on vient de l'entendre, avec 100 pistes audio que vous utilisez, la musique, les voix doublées, d'innombrables sons et bruits. Comment travaillez-vous ces différents matériaux au montage son puis au mixage ? Par strat, c'est un millefeuille. Donc d'abord on monte... Ouais, toujours de la cuisine. Ouais, la cuisine est très présente. D'abord, il y a l'image qui doit ça doit fonctionner comme un film muet, j'allais dire. Hein. On doit pouvoir avoir un montage fluide sans son. Et d'ailleurs, le montage, il faut faire l'expérience de regarder un montage sans son. Le son est une grosse béquille pour le montage. Donc si ça coule sans son, c'est que le montage est fluide. Après... d'abord, on va travailler les ambiances avec des sons trafiqués que je peux trafiquer sur GarageBand, qu'on va trouver à droite à gauche, ou que m'amène Simon Apostolou, l'ingénieur du son, ou un mixeur, ou des choses qu'on fait avec Laure. Il y a le bruitage aussi qui est très important, où je participe pas mal au bruitage. Vous faites vous-même les bruitages ? Ouais, j'en fais. J'ai fait tous les chevaux, par exemple, dans After Blue. J'ai passion cheval. Hein, c'est tous les hennissements, les respirations. Alors, je dis ça, mais peut-être qu'il vaut mieux avoir vu le film avant de le savoir, parce que ça peut vous sortir du film. Mais en tout cas, tous les chevaux, c'est moi. Ou toutes les créatures aussi. Tout le visqueux aussi. Tout le bestiaire, en fait. Le bestiaire, ouais. L'animal. Hein. Et il m'arrive même de post-synchroniser, mais là, c'est pas le cas des personnages secondaires, de faire les voix. Donc voilà. Et puis, mais la bruiteuse fait un travail phénoménal. Et puis après et pendant, il y a les échanges avec Pierre Desprats qui a composé la musique originale. Voilà, déjà des musiques en amont, des musiques que je décortique, que je démonte parfois. Je vais enlever les différents. Il les crée avant le tournage ? Il en a créé une partie avant et puis une partie pendant. Enfin, pendant le montage, quoi. Et puis, il y a des allers-retours sans cesse. Il me fournit aussi les multipistes des morceaux que je vais démonter. Je vais garder une ligne de base que j'ai placée à droite, à gauche, etc. Donc voilà, c'est très très vivant comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve l'équilibre qui nous semble juste, quoi. Et le mixage est un peu long aussi. Hein. C'est tout d'un coup un truc qui marche au montage avec notre pré-mixage peut s'effondrer au mixage, donc on doit repartir sur le rééquilibrage au mixage. C'est très très fragile, quoi. C'est très 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 fragile tout ça. Toujours à propos du mixage, vous êtes dans une économie particulière, puisque votre mixeur a son propre studio dans un garage. Ouais, il y a un garage aménagé en studio de bruitage, donc c'est là qu'on fait le bruitage. Toutes les voix, on les enregistre chez lui. On n'a pas de bande rythmo. On fait ce qu'on appelle la méthode perroquet, c'est que les acteurs écoutent leur son direct et reproduisent la même rythmique. On est dans une économie vraiment restreinte comme ça, mais très artisanale pour le coup, avec des outils assez modernes, forcément les multipistes, les machins, mais moi j'aime bien cette dimension artisanale. Je supporte pas les grands audits, enfin on passe par un grand audit pour finir, mais je supporte pas toute la hiérarchie du son qui fait que il y a des choses qui sont, je pense, trop chères pour ce qu'elles sont, quoi. Et donc on travaille le son comme sur un gros film, comme sur un blockbuster, mais de façon extrêmement artisanale, quoi.
Est-ce que la musique, qui a une place importante dans le film, vous sert à faire atteindre un état de transe chez le spectateur ? Elle participe à l'état second. Je pense que le spectateur est pris par l'image et inondé par la musique. C'est-à-dire que la musique, pour moi, c'est l'élément liquide du film, quoi. L'image, c'est l'élément solide. Et la musique est le son et la musique, hein, parce que pour moi c'est lié, hein. Je n'arrive pas à défaire les deux, il faut que la bande son fasse un tout. Donc la musique est l'élément liquide. À la fois elle coule comme un torrent sur les rochers que sont les images en les faisant briller, mais elle peut aussi venir des profondeurs et engloutir en partie les images. On ne sait pas d'où elle vient comme ça, et puis elle peut aussi créer des vagues. Donc on est vraiment dans l'élément liquide, quoi. C'est torrent, vague et inondation, quoi. Voilà. Mais elle est liée à l'image. Je peux pas la dissocier, quoi. Elle va nous aider aussi à rentrer dans les états intérieurs des personnages. Pour moi, la musique, elle est pas là pour illustrer ce qui se passe, mais elle est là pour donner pour témoigner d'un état intérieur du personnage ou de la séquence, quoi. Et qui n'est pas forcément ce qui est visible à l'image. Dans le film, on découvre une grande diversité de genres musicaux dans lesquels vous puisez, qui vont de l'ambiante à la new wave en passant par la musique de western. Est-ce pour représenter les différents états intérieurs des personnages ? Oui, complètement. Ouais, puis c'est des états qui me semblent justes au moment où je dois les mettre en musique. C'est-à-dire que j'ai des intuitions musicales que je communique à Pierre, en disant là, je sens un truc plus new cold wave, on va dire, ou là, un truc plus technoïde, ou à ce moment-là, vraiment, il faut revenir à la source du western avec un instrument beaucoup plus simple, un banjo, etc. Ou au contraire, un grand chœur macédonien, puisqu'on a fait des chœurs, une orchestration en Macédoine, pour avoir des orchestrations assez imposantes. Voilà, là, je sens quelque chose de plein ou quelque chose de plus fragile, et Pierre le traduit musicalement, mais c'est vraiment que de l'intuition, par rapport à l'image, par rapport à cet équilibre, quoi, du film qui est en train de se dérouler. Est-ce que vous échangez de la musique entre vous ? Est-ce qu'il vous en envoie ? Est-ce que vous lui en envoyez ? Oui, on échange pas mal. Il m'envoie beaucoup de choses. Et puis moi, je passe au studio, je discute avec lui. Il m'arrive même de lui chanter mal des mélodies que j'ai en tête, ou d'avoir des intuitions musicales, d'instrumentation. Il est très, très à l'écoute et très souple par rapport à ça, et très talentueux pour super bien le traduire. Et après, c'est vrai que je peux lui envoyer des morceaux... même s'il n'aime pas trop ça, parce qu'il n'a pas envie de faire une contrefaçon, quoi. Mais en tout cas, je peux lui dire, voilà, telle couleur, hein, c'est vraiment ce que j'entends là-dessus, quoi. Voilà ce que j'imagine. Voilà. Mais lui me fait aussi des propositions, me fait écouter des choses, souvent des choses qui ne sont pas faites pour le film aussi. J'aime bien ça. Qu'est-ce que t'as pas travaillé sur un morceau dernièrement qui était rejeté dans notre film? Il me dit oui, j'ai ça. Je dis mais ça va être super, ça va marcher là, alors que c'était pas du tout ce qu'on aurait pu envisager au départ, quoi. J'aime bien aller ne pas être dans l'évidence musicale, quoi. Quel est votre morceau, votre musique préférée de ce film ? Je sais pas, j'en ai pas. J'ai pas de préférence. Pour moi, ça forme un tout, quoi. Le chœur macédonien. Non, les chœurs macédoniens à la fin me touchent particulièrement. Le final me touche particulièrement, quoi. Enfin, quand je dis le final, il y a aussi le générique de fin que j'aime beaucoup, qui est la musique de Compromat, Goût de sang, qui est formidable, quoi, qui est un morceau que j'adore. Je suis hyper heureux qu'il soit au générique, mais dans les musiques de Pierre, j'arrive pas à choisir. Toujours à propos de la post-production, il y a une étape importante pour l'image qui est l'étalonnage. Est-ce que pour vous, malgré le travail important que vous faites sur l'image en plateau, l'étalonnage est une phase importante ? Oui, très. On a déjà quand même une direction très forte, c'est le moins qu'on puisse dire. Au tournage, on pré-étalonne avec Laure en montage parce qu'on a besoin avec Laure ou Georges, on a besoin de coordonner les plans, de donner déjà de renforcer la dimension formelle des plans et les parties pris coloriques, et puis de colorisation, pardon, et puis pour voir comment ça raccorde, etc.
parce que ça c'est aussi important de voir comment cohabitent toutes ces couleurs. Et puis après, avec Marie Gascoin, l'étalonneuse, on travaille, on affine, mais Marie part de notre maquette avec Laure et Georges. Donc elle va pour gagner du temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour étalonner. Hein. On fait l'étalonnage en 1 semaine, 10 jours. Donc Marie part de notre maquette. Donc elle va tout étalonner pour arriver à la maquette que l'on a. Enfin, en tout cas, des couleurs qui sont dans les harmonies qu'on a mis en place. Et une fois qu'elle s'est rapprochée de cette maquette de montage, là, elle fait ça même sans moi. Hein. Là, on travaille ensemble avec Pascal pour affiner la colorimétrie, pousser les curseurs aussi, voir jusqu'où on peut aller ou ne pas aller. Et puis on fait des tests aussi après en projection, parce que c'est vrai que moi j'aime bien travailler vers des non-évidences en couleur, aller très loin, sans contredire ce que la pellicule. Enfin, on n'est jamais dans une extrapolation. On est toujours dans des choses qui sont dans la péloche, mais tout de même en poussant les curseurs assez loin et voir comment ça encaisse en salle, comment ça réagit par rapport à ça, quoi. Donc c'est un travail. C'est assez proche du mixage finalement. C'est vraiment l'équilibre final où tout peut se casser la gueule ou au contraire être complètement lié à ce moment-là, quoi. Qu'auriez-vous fait dans un monde sans cinéma ? Eh bien, j'aurais fait du cinéma sans pellicule, quoi. J'aurais écrit des textes qui ressemblent à des scénarios. J'aurais fait des gribouillis, des photos, des choses qui ressemblent à des images de films. Et puis, j'aurais fait de la musique et du son par-dessus, ce qui ressemble à une bande-son de film. Tout ça dans une salle de spectacle, quoi. Voilà. En faisant des ombres sur des murs avec mes mains. J'aurais fait un hybride de pré-cinéma. Que restera-t-il de vos films, à votre avis, dans 100 ans ? J'en ai pas la moindre idée. Ça, j'arrive pas à me projeter là-dedans. Seront-ils sur Afterblue ? Ah ouais, j'espère qu'on trouvera une autre planète pour regarder des films autrement. Ouais, ça serait bien qu'on trouve mais on a tous on a tous un Afterblue dans le cœur. Je vais finir avec une phrase comme ça, mais non, mais j'espère qu'on trouvera une autre planète. Ou que notre planète deviendra une autre planète, en tout cas. Et donc, quels sont vos prochains chantiers visuels et sonores ? Un gros projet qui s'appelle Conan la Barbare, qui m'a pas mal occupé, où il y a eu même un télescopage avec Afterblue, ce qui a été difficile pour moi de concilier à la fois la fin de la post-production d'un film et travailler sur la pré-production et d'un autre. Donc j'ai découvert ça, le chevauchement, j'allais dire. Donc Conan la Barbare, qui devait être une pièce de théâtre avec du cinéma dedans, quelque chose d'hybride au départ, et qui est devenu... Au Théâtre des Amandiers. Au Théâtre des Amandiers, et qui est devenu en réalité un corpus de films, un long et 3 autres films. Donc ça, c'est mon prochain chantier, c'est ce corpus-là que j'ai tourné et que je dois maintenant monter et finaliser. Et puis après j'ai d'autres projets, quoi. J'ai divers et variés qui, j'espère, verront le jour bientôt. Eh bien, un grand merci à vous, Bertrand Mandico, d'avoir participé à ce nouveau grand entretien de Négatif. Découvrez sur notre site internet négatif.co l'ensemble de nos précédents entretiens accompagnés d'illustrations, extraits vidéo, liens et références. Pour suivre notre actualité, vous pouvez vous abonner sur Facebook, YouTube, Spotify et Twitter. À bientôt. Au revoir. Roxy, t'as vu dans quel état tu nous as mises ? Tu aurais pu la tuer et nous délivrer. Tant que Kate Bush sera vivante, nous on sera là à errer tout en pourrissant.